mais l'écran est noir. Ok. Il y a écrit, on vous entend. Donc on est en train de régler la vidéo. Je crois que c'est bon là du coup. L'écran est noir. Je pense qu'il va y avoir un retour. Au moins on entend la vidéo, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Alors, oui, on m'envoie un screenshot. Voilà, on a l'image. Ok, donc c'est bon. Donc là, il y a le retour. Merci Marco. Nickel. Bon, bah, bonsoir du coup. Désolé pour le retard, pour les quelques minutes. Alors du coup, je coupe juste encore le son de YouTube, comme ça c'est réglé. Et voilà, on est bon. On va pouvoir démarrer. Donc oui, désolé pour le retard, les 10-15 minutes de retard. Avec la régie, on a eu un peu de mal à avoir le retour vidéo. Donc voilà. Donc bienvenue à tous, bienvenue pour cette conférence. Alors merci, là je vois tous les retours dans le chat qui me disent que c'est bon, on nous entend, on me voit, c'est parfait. Donc la thématique de la conférence, c'est transformer sa passion de l'e-sport en métier. Donc pour ça, je vais vous raconter un petit peu mon histoire, vous raconter un petit peu ce que j'ai monté, ce que j'ai comme activité à côté. Et puis après, les deux, trois tips, et bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en direct. J'ai toujours le chat à l'œil pour répondre directement. N'hésitez pas à me couper si nécessaire. Et voilà, je pense qu'on va commencer comme ça. Donc, du coup, je suis Terence Figueiredo, donc je suis le fondateur de PH Academy, qui est le premier centre de formation des futurs cyberathlètes, et après des métiers qui gravitent un peu autour du cyberathlète. Donc en ce qui me concerne moi, donc là j'ai 34 ans, j'ai été joueur de jeux vidéo, amateur, semi-pro puis pro, et je me suis aussi spécialisé dans les jeux de cartes, dans lesquels, surtout un en particulier, s'appelle Yu-Gi-Oh!, dans lequel j'ai excellé en atteignant très très haut dans le classement, une première place mondiale par rapport à ça. Et puis ça m'a permis derrière de pouvoir actionner en fait d'autres champs de compétences avec la professionnalisation de mon parcours, avec l'idée d'être joueur sponsorisé, joueur pro, etc. Et du coup de commencer à toucher un petit peu à cet univers-là. Et c'était assez prémisse. Concernant le parcours scolaire, celui-là, il est pas, il est un peu compliqué parce que du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup délaissé mes études pour le jeu, avant de comprendre qu'en réalité, c'était compatible. Mais ça, j'y reviendrai après. Et puis, après, du coup, cette période de jeu, j'ai essayé de reprofessionnaliser en créant ma propre société. J'ai créé une première société qui était une boutique de jeux spécialisée. Et finalement, cette boutique, elle ressemblait plutôt à un club de formation qu'à une boutique. Et puis, voilà, de fil en aiguille, en cherchant un petit peu ce que j'avais envie de faire dans la vie, je me suis dit, et pourquoi pas utiliser mon expérience de joueur et mon côté un peu autodidacte sur la question pour créer pourquoi pas d'abord, au départ, l'idée c'était de créer un club et puis finalement de créer un centre de formation. Et c'est comme ça que l'idée de PHG Academy est née, qui s'appelait au départ PHG, donc Powerhouse Gaming, hein. C'était juste PHG 68 évidemment, parce que je viens du 68, voilà, c'est assez facile. Et ça m'a permis voilà, d'imaginer en fait le premier concept, de se dire que des jeunes peuvent euh, tenter leur chance, c'est-à-dire essayer de vivre un petit peu de leur passion, de progresser dans leur passion. Pourquoi pas de devenir des cyberathlètes, mais si jamais ils n'y arrivaient pas, d'avoir quand même des backups, de se diplômer dans le secteur, et puis derrière de pouvoir en faire d'autres métiers. Voilà, c'était ça le but, c'était que tout le monde puisse tenter sa chance, mais que personne ne soit laissé sur le carreau. Voilà, c'était ça vraiment la vision de départ de PHG. Et en fait, elle est complètement en adéquation avec l'idée de la conférence du jour, c'est-à-dire d'essayer de transformer en fait sa passion de l'e-sport en métier. Pourquoi? Parce que une passion, quand elle devient déjà un métier, bah, du coup, c'est plus exactement la passion, c'est-à-dire qu'on le pratique toujours avec passion, mais ça nécessite aussi d'avoir d'autres activités à côté. On ne peut pas toujours avoir que la même activité si on veut en faire son travail. Ça, c'est déjà un premier point. Et puis l'idée que beaucoup de jeunes se voient être des cyberathlètes, se voient être joueurs professionnels. Bien sûr, il n'y a que quelques rares élus, comme dans le football ou comme dans n'importe quel sport, même comme dans n'importe quel secteur de divertissement, que ce soit le cinéma, la musique, etc. Mais par contre, l'économie qu'il y a autour et tous les métiers qu'il y a autour, il y a
des places à prendre, il y a du travail, des postes. Et l'idée, c'est ça, c'est de se dire que même si on veut travailler de sa passion, c'est un secteur. Voilà, bien sûr, il y a des métiers types, c'est ce qu'on appelle vraiment le rêve du rêve, mais derrière, il y a aussi les métiers du secteur, ce qui permet un petit peu voilà, de travailler dans ce qui nous plaît. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai fondé PHG. Derrière, dans les premiers conseils qu'il faut donner, c'est que je pense déjà que quand on veut travailler dans un secteur, il faut au moins essayer de le comprendre de A à Z. C'est-à-dire qu'il faut être informé sur comment marche le secteur et il faut le goûter un petit peu, d'une manière ou d'une autre, que ça soit même de manière ama- comme un amateur ou quoi que ce soit, mais en gros, il faut le toucher pour comprendre si déjà c'est vraiment ça qu'on veut faire. Parce qu'il y a toujours une différence entre ce qu'on s'imagine quand on joue à la maison ou quand on est à la maison de l'e-sport et quand on est sur le terrain. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Et du coup, il y a rien que déjà cette partie-là, il faut en avoir conscience et il faut un peu se renseigner et surtout tâter, essayer de rencontrer un maximum de gens, essayer de se déplacer un maximum pour voir comment ça se passe. Alors, déjà, première question de Baptiste, quels sont les différents métiers possibles dans ce secteur? Alors, les différents métiers possibles dans le secteur, moi je parle au démarrage, hein. Dans l'e-sport, il y a donc le jeu vidéo. Le jeu vidéo dans sa globalité, création de jeux vidéo, etc. Et tous les métiers qui gravitent autour, game design, sound designer, etc. Voilà, on a tout ça. Et dans ce secteur du jeu vidéo, il y a le jeu vidéo compétitif. Là, on parlera du coup plutôt d'e-sport et les métiers qu'il y a autour, c'est souvent du coup les métiers de cyberathlète, de coach, de nutritionniste, voilà, et tous les métiers qui vont. Ça, c'est les métiers qui gravitent autour du cyberathlète en particulier. Et après, il y a tous les métiers de l'événementiel, parce que tout ça, ça s'organise, les métiers de la technique, de la régie, de la vidéo, du business, du commercial, de la vente, du sponsoring, du juridique aussi, voilà, et j'en passe. Et donc, de cette ribambelle de métiers qui est bien spécifique en fait à l'e-sport. Donc voilà, déjà, il faut peut-être bien faire la différence entre jeux vidéo et e-sport. Les deux sont liés, bien évidemment, mais la manière de le faire, le secteur n'est pas tout à fait le même. Donc, l'un est compétitif et l'autre est plutôt de loisir. Donc voilà. Où j'en étais, j'étais en train de vous parler d'un sujet. Oui, c'était le sujet de bien comprendre donc l'univers dans lequel on veut évoluer et de ne pas avoir peur en fait de rentrer un peu dedans pour découvrir si c'est ce qu'on veut faire ou pas. Et une fois qu'on sait si c'est ce qu'on veut faire, il faut savoir déjà dans l'e-sport si on veut être un compétiteur, si on veut être un joueur avec tout ce que ça implique. C'est-à-dire l'idée de devoir toujours être performant, quoi qu'il se passe, ne jamais rien lâcher. Ce qui est donc un métier à pression, un métier à grosse pression de toujours devoir jouer sa place de titulaire, etc. Ce qui n'est pas évident. Et dans les autres métiers qui sont un peu moins stressants, de voir un peu si c'est ça qui nous plaît. Par exemple, un, un coach e-sport, il a de la pression, quoi qu'il se passe, il a de la pression, mais il n'aura pas la même pression que le joueur. Lui, il aura une pression plus dite de performance et s'assurer que ses joueurs soient dans les bonnes conditions. Quand le joueur, lui, c'est des résultats qui vont lui être demandés, une façon de travailler particulière, etc. Donc voilà, déjà, il y a ça. Et derrière, l'idée de comment transformer la passion de l'e-sport, déjà à ce niveau-là, il y a pas de miracle à proprement parler, c'est-à-dire que on travaille. Voilà, le travail, il n'y a pas d'autre solution miracle que le travail. C'est ceux qui travaillent le plus qui, en général, réussissent, surtout dans un secteur qui est aussi exigeant, où les places sont aussi chères. Il y a pas trop de surprises. Ceux qui bossent le plus, en général, réussissent. Pourquoi? Parce que en fait, quand il y a un panel de 1000 jeunes qui ont tous le même rêve pour une seule place, déjà il n'y en a que 1 sur 1000 qui va être sélectionné, mais du coup c'est évidemment celui qui aura le plus travaillé, celui qui aura le plus de talent, qui aura su mélanger les deux pour atteindre cette place-là. Il y a de tout ça. Donc voilà, et puis il ne faut pas avoir peur de compter les heures. Pourquoi? Parce que quand on veut travailler en faisant ce qu'on aime, beaucoup de jeunes font l'erreur, entre guillemets, de penser que parce que c'est ce qu'on aime, c'est simple. Alors que c'est tout le contraire. Quand on veut bosser pour quelque chose qu'on aime, c'est beaucoup plus dur. Les efforts sont beaucoup plus conséquents. Euh, Ça nous est demandé, en fait. C'est beaucoup plus conséquent. Pourquoi? Parce que, vu que dans ce cas-là, ce serait facile, tout le monde le ferait. Tout le monde ferait des choses qu'il aime, par exemple, dans l'e-sport, etc. Et ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que la quantité de travail qui est demandée, les heures de travail qui sont demandées, est considérable. Donc déjà, ça, il ne faut pas avoir peur du travail, il ne faut pas avoir peur de faire des efforts tout le temps.
Il faut pas non plus avoir peur de se remettre en question, même quand on a l'impression d'avoir atteint un certain niveau. Ça, c'est méga, méga important. Euh, et du coup, voilà, ne jamais avoir peur de se battre. Ça, c'est déjà un point. Il faut aussi avoir un mental d'acier. Pourquoi? Parce que c'est de la compétition. En tout cas, pour l'e-sport, c'est de la compétition. Il y a automatiquement des hauts et des bas. On ne gagne pas tout le temps. Voilà, ça c'est une réalité aussi. C'est qu'à un moment donné, ça fait le yo-yo. Il y a des fois, on va perdre pendant une grosse période. Il y a des fois, on va tout gagner. C'est là où on doit en fait toujours prendre de la hauteur, prendre du recul sur les choses et voir comment on évolue par rapport à ça. Donc ça, c'est un point très important. Et le mental, c'est de, comme dit, de jamais rien lâcher. Ne jamais rien lâcher parce qu'en fait, à partir du moment où on lâche ne serait-ce qu'un, on va dire qu'un petit morceau, derrière c'est terminé parce que justement les 999 autres, eux, ils sont là. Ils ont sûrement tout aussi faim que l'élu, sauf qu'à un moment donné, les places varient. Et c'est là où il faut être capable d'avoir un gros mental, un mental de compétiteur et de toujours avoir envie de gagner dans l'e-sport. Voilà, donc ça c'est très important. En ce qui concerne euh, la transformation c'est assez particulier parce que on peut accéder en fait à la professionnalisation de plusieurs moyens différents. Voilà, ça c'est une chose. Ça y accède. Il y a plusieurs types aussi de professions, on va dire, en ce qui concerne par exemple le joueur pro. Il y a les joueurs pro de divertissement et les joueurs pro compétitifs. En soi, ils ne sont pas pareils, ils ne répondent pas aux mêmes critères, ils n'ont pas besoin d'avoir les mêmes compétences. C'est tout à fait autre chose. Ça, j'y reviens après avoir répondu à la question. Alors, Gab qui me demande quelles sont les premières difficultés rencontrées par les jeunes. Alors, les premières difficultés rencontrées par les jeunes, c'est que, en fait, comme j'ai essayé de le dire avant, c'est que les jeunes ont un rêve. Et ils ont bien raison d'avoir un rêve parce qu'à un moment donné, il faut aussi se fixer des objectifs et avoir des rêves dans la vie parce que c'est super important pour le bien-être, etc. Il en faut, il faut tout donner pour essayer de les réaliser, qu'on les réalise ou pas, déjà ça. Mais une des premières difficultés qui est rencontrée, c'est la méconnaissance, je pense, des secteurs dans lesquels on veut travailler pour sa passion. Et là, c'est pas forcément lié à l'e-sport, c'est tout court. Beaucoup de jeunes s'imaginent connaître un secteur ou s'imaginent qu'un secteur se passe de telle et telle manière quand c'est pas du tout le cas. Donc voilà, une des premières difficultés que je dirais que les jeunes rencontrent, c'est ça, c'est cette méconnaissance et du coup de devoir après se confronter à un secteur qu'ils ne maîtrisent pas forcément. Ça, c'est difficile. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles aussi les centres de formation existent, etc., c'est pour un petit peu apprendre à ces jeunes comment c'est dans le secteur, la réalité du secteur. Il y a déjà ça. Ensuite, ils peuvent aussi se confronter, malheureusement, hein, ça arrive encore, euh, à des parents qui ne comprennent pas en fait l'univers dans lequel les jeunes veulent évoluer et créer en fait leur métier dans leur passion. Ce sont des secteurs, on ne peut pas leur en vouloir. Aux parents, c'est des secteurs qu'ils n'ont pas connus, qu'ils ont du mal à appréhender, qu'ils ont du mal à comprendre. Et du coup, la difficulté qu'ont ces jeunes, c'est qu'ils attendent de leurs parents de la compréhension, quand finalement c'est à eux de réussir à faire comprendre à leurs parents pourquoi ils veulent faire ça. Et c'est ça tout le point de difficulté, c'est que le parent il est dans un terrain qu'il ne maîtrise pas. Donc automatiquement, la seule chose, et comme tout parent d'ailleurs, la seule chose qu'il souhaite c'est le bien-être de son enfant, mais surtout sa sécurité et sa stabilité future. Dans un secteur de divertissement, quel qu'il soit, la stabilité n'est pas le maître mot, mais que ça soit dans tout, hein, cinéma, musique, sport, e-sport, on en est là, donc automatiquement, les parents souhaitent plutôt des secteurs porteurs. Bon, l'e-sport en est un, bien sûr, mais ils souhaitent des secteurs qu'ils connaissent. Typiquement l'informatique, les métiers manuels, ce genre de choses, des choses qu'ils comprennent. C'est beaucoup plus facile pour eux. Et là, le jeune, ben, lui, il n'est pas du tout dans cet univers-là, c'est pas du tout ce qu'il veut faire, mais il ne sait pas l'expliquer à ses parents. Donc là, voilà, ça c'est déjà un point qui est assez compliqué pour les jeunes, c'est cette différence et cette incompréhension qu'il peut y avoir, le fossé qu'il peut y avoir avec les parents. Parce que même si nous, par exemple, à PAG, on essaie de faire un maximum de pédagogie, reste que euh, le jeune doit réussir à faire comprendre ce qu'il veut vraiment faire et pourquoi c'est un métier, pourquoi c'est dur, pourquoi ça demande du travail, pourquoi tout le temps qui est passé devant un écran, ça se transforme en compétence, tout ça, il doit au moins essayer de lui prouver aux parents pour qu'ils comprennent. Donc ça, voilà, c'est très important. Maxime qui dit existe-t-il des formations particulières pour se professionnaliser dans le gaming e-sport? Alors, oui, en l'occurrence, les nôtres, hein, il y en a d'autres, mais là, on vient parler de PAG, donc oui, il y a les nôtres. Du coup,
tout dépend de dans quoi on veut se professionnaliser. Quand on veut se professionnaliser en tant que cyberathlète, en tant que coach, euh, ben, on viendra à PSG. Ensuite, il y a des moyens de se professionnaliser dans l'événementiel, la communication, le business. Là, vous pouvez par exemple aller chez XP School, qui fait partie du même groupe que nous, Ionis Education Group. Donc voilà. Ce qui est bien aussi. Les passerelles d'ailleurs sont créées pour les étudiants qui commencent à PAG et qui ensuite basculent comme l'inverse. Enfin voilà, tout ça c'est en place. Mais voilà, est-ce qu'il existe des formations particulières? Les formations particulières, c'est les nôtres, concrètement, et qui sont très typées. C'est-à-dire quand on a envie de progresser sur une discipline e-sport pour voir si on peut devenir cyberathlète, il faut venir à PAG parce que PAG, c'est le centre qui permet en gros de mettre un peu ses capacités à l'épreuve, voir si on est capable d'aller au bout, mais qui a après une poursuite cohérente d'études qui vont avec. C'est-à-dire que vous avez l'année 1 où c'est un peu un tronc commun, tout le monde fait la même chose, c'est-à-dire que le matin, il va y avoir les cours plutôt management, business, événementiel, marketing, coaching, etc. Un peu de tout le secteur culture générale e-sport. Et l'après-midi, vous allez avoir des entraînements. Vous allez avoir entraînement comme un sport-études. Et à partir de cette année-là, vous avez deux voies possibles. C'est celle où vous vous dirigez sur un bac plus 3, voire bac plus 5 dans les métiers de l'e-sport. Ou l'autre, celui qui intéresse souvent la plupart des jeunes qui s'inscrivent, c'est le centre d'excellence où vous accédez en fait à l'année de préparation et l'année d'excellence à PAG. Et une fois qu'on atteint l'année d'excellence, en gros, on est suivi par une agence, voilà, qui vous sert un peu à vous accompagner, à essayer de débloquer avec vous des phases de casting, d'entretien, de try-out, comme on dit dans le jargon. Et puis, on l'espère après de transformer l'essai directement via nous. Donc voilà, c'est vraiment, on est sur l'apprentissage, on est sur la mise à l'épreuve de l'apprentissage des codes, mais on est aussi sur derrière le débarrage de carrière. Voilà, on laisse pas les jeunes juste, en tout cas sur la partie cyberathlète, la partie universitaire, diplômante, etc. Elle est plus commune à n'importe quel secteur, c'est-à-dire qu'on se diplôme et ensuite on va sur le marché du travail et on espère trouver du travail. Voilà. Sur l'autre partie, la partie cyberathlétisme, c'est vrai qu'on accompagne avec l'agence beaucoup jusqu'on espère à la signature d'un contrat par exemple. Mais après, les places sont chères en centre d'excellence, les places sont rares, etc. sont beaucoup plus rares. Évidemment, il y a un entonnoir naturel qui se fait à PHG, donc voilà. Alors, Loris qui dit, avez-vous formé des joueurs professionnels d'e-sport? On en a formé, on en forme encore. Là, il faut aller sur notre site internet pour voir tous les noms qui sont passés, poser la question sur nos réseaux sociaux, par exemple à Marie Ruel qui gère la communication chez nous, qui est un peu le nom de tout ça. On n'a pas formé que des joueurs pros, on a aussi formé des coachs professionnels. Celui-là, je peux le dire aussi. C'est Miu Théo Ponzoni qui est chez BDS, qui a soulevé, je le félicite encore, qui est champion du monde sur Rocket League, et c'était il y a un mois et demi ou 2 mois maintenant. Pas entre autres, mais il y en a plein d'autres là qui sont LFL, LFL2, parfois LFL. Enfin, à voir. Il faut que vous regardiez un petit peu tout ce qu'on a comme panel. Mais oui, on forme des pros et on l'espère, on va continuer à former des pros. D'ailleurs, c'est notre objectif, l'un des objectifs de PAG, il est clair, c'est qu'on veut former quasi tous les pros à venir tôt ou tard. Donc voilà, ça c'est un objectif. Alors, Hugo qui me dit, vous êtes spécialisé dans des jeux en particulier? Oui, oui, tout à fait. Alors, les jeux principaux sont les jeux qui ont une scène e-sport qui est souvent gérée par le propre éditeur du jeu, ce qui garantit une stabilité certaine. Après, il y a d'autres jeux qu'on fait qui ne sont pas forcément suivis par l'éditeur, mais qui ont un potentiel certain. Mais pour les jeux principaux, bon, on va retrouver League of Legends, Fortnite, Call of Duty, Valorant, Rocket League, Overwatch, enfin voilà, on va retrouver les jeux principaux à PSG. Mais ça pareil, il faut aller sur le site internet, ils sont tous référencés et répertoriés. Alors, quel serait le métier idéal qui réunirait la passion du gaming et du dépannage informatique? Un technicien réseau, hein. Technicien réseau, c'est un métier intéressant. Alors, quand on parle de dépannage informatique, il y a deux types de dépannage. Souvent, c'est des entreprises privées qui font du dépannage, par exemple, dans des événements, quand il y a ce genre de soucis, etc. Même si, dans des événements, ils ont leur propre régie, leur propre technicien réseau qui s'occupe de ça. Mais des fois, on peut sous-traiter à des entreprises privées. Sinon, je dirais que si c'est pour faire du dépannage informatique dans du secteur gaming, en fait, c'est d'être dans un des fournisseurs qui fournit le monde du gaming. Par exemple, chez LDLC, je pense que vous êtes souvent amené à faire du dépannage informatique dans le secteur du gaming. Et c'est tout à fait normal, par exemple. Donc voilà.
Monsieur Etin, si vous m'entendez, je vous salue. Alors, quels sont les prérequis pour intégrer la formation? Les prérequis pour intégrer la formation. Alors, déjà, il faut. Tout dépend, parce qu'on a donc la formation qui démarre en études supérieures, et on a des options avec des lycées, et en plus une grosse construction à venir sur le secondaire, qui va sûrement bouleverser pas mal de choses, mais bref, qui permet de commencer plus tôt. Mais là, en l'occurrence, il faut avoir 16 ans révolus pour intégrer PHG, et il y a une condition qui est assez particulière, c'est que en théorie, il vous faut le baccalauréat. Ça, il vous le faut. Pourquoi? Parce que si vous voulez aller après en poursuite d'études jusqu'à Bac plus 3, Bac plus 5, il vous faut le baccalauréat avant de nous intégrer. Il y en a qui intègrent malgré tout juste pour tenter leur chance dans le centre d'excellence, mais c'est des choses qu'en général on déconseille et on ne veut pas trop. Ça existe, ça peut se faire si le talent du jeune est certain et que de toute manière il a dans l'idée de rentrer en prépa et en centre, mais ça on n'y est pas. Mais en général, les conditions, c'est 16 ans révolus le bac. Voilà. Et après, ça permet d'intégrer. Donc là, on parle sur la partie études. Après, sur la partie jeux vidéo, bah, c'est déjà de pratiquer une discipline e-sport, d'avoir un certain niveau dessus, et possible dans les entretiens qu'on vous demande un petit peu où vous en êtes, qu'on vous fasse peut-être même passer des tests supplémentaires, ça peut arriver, pour bien s'assurer du niveau que vous affichez et de voir comment on peut vous faire progresser. Voilà, ça c'est important. Après, on essaye en tout cas de brasser large en laissant un maximum de chance à pas mal de jeunes, mais on est assez clair avec eux, c'est que même si on veut tenter sa chance, on, on réunit en fait un jury 2 fois par an à PAG pour voir un petit peu vers quoi on oriente le jeune. Est-ce qu'on l'oriente plus sur une poursuite d'études ou on l'oriente sur le centre d'excellence? Donc voilà, ça c'est, on se permet plus ou moins de prendre cette décision-là parce que bah, à un moment donné, il faut aussi que les jeunes ne perdent pas de temps. Ce qui est possible et ce qui n'est pas possible n'est pas possible, mais rien n'empêche d'avancer dans le secteur. Donc voilà, à un moment donné, il faut qu'on prenne ces décisions pour les jeunes qu'on accompagne et qu'on accompagne aussi avec les parents pour expliquer un petit peu ce qu'il en est. Donc voilà. Il est, il est 34. Alors je vais demander au salon Studirama, est-ce que je peux encore dépasser de 5 minutes pour peut-être répondre à des questions? Parce qu'il me semble qu'on allait jusqu'à 30, si je ne me trompe pas. En attendant la. Parce que du coup, juste pour savoir, et histoire de donner encore les 2-3 tips. Alors, l'un des tips, je vais attendre la réponse de Studirama, mais alors, l'un des tips qui est très important, c'est que on peut vous dire, hein, d'ailleurs c'est ce que je vous ai dit avant, c'est que on peut vous dire le travail paye. Et oui, mais en fait, quoi qu'il se passe, vous devez travailler comme un malade. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Après, on va vous dire que il faut un certain talent de départ, etc. Mais c'est comme tout, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui naissent avec un génie certain, mais qui doivent quand même le travailler. Il y a ceux qui travaillent, qui atteignent un certain génie à force de travail. C'était, je pense, plutôt mon cas à moi, sur ma discipline à moi. Euh, donc l'idée, c'est ça, c'est de ne pas lâcher, de bien se renseigner sur le secteur qu'on veut faire, de bien essayer de le comprendre, d'essayer de faire un maximum de stages un peu partout si on peut, d'essayer de se déplacer pour voir un petit peu, d'essayer de discuter en fait avec les gens qu'on veut rencontrer, leur demander des conseils, pourquoi pas, et derrière de se lancer et de s'instaurer à la maison en fait quelque chose de particulier, parce que si c'est maintenant ce qu'on veut faire, déjà il faut réussir à faire comprendre aux parents que c'est ce qu'on veut faire, mais derrière il faut se lancer, s'autodiscipliner. Voilà, ça c'est très important, il faut s'autodiscipliner, et à la maison il faut commencer déjà à essayer d'avancer comme si on avançait en fait dans, dans l'e-sport. C'est-à-dire qu'avec certaines heures d'entraînement qui sont vraiment adaptées pour l'entraînement, peut-être à un moment donné pour faire du sport, une nutrition particulière à des heures particulières, un temps de repos égal tous les jours, etc. Bref, vivre comme un cyberathlète, c'est déjà un premier pas pour essayer de progresser là-dessus. Et après, pendant le temps libre, d'essayer de vivre un peu dans le secteur, d'essayer de le découvrir pour voir si c'est vraiment ce qu'on veut. Ah, ok. Donc là, la conférence, ouais, voilà, ok. On me dit la conférence touche à sa fin, ok. Donc on pourra pas dépasser. Mais du coup, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à passer sur le stand virtuel. Voilà, on y répondra. On a eu beaucoup de questions aujourd'hui. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux si vous avez d'autres questions. Posez les questions, il n'y a pas de problème. On essaiera d'y répondre le plus rapidement possible. Et puis voilà, je pense qu'on a tout dit. Je le rappelle bien alors. Je lis en même temps, hein, je lis en même temps. Merci beaucoup à vous, Studirama.
Merci beaucoup. Je vous dis peut-être à bientôt et du coup voilà, portez-vous bien et profitez, passez des belles fêtes